Bonjour à tous. Donc, rapidement, parce qu'on n'a pas non plus beaucoup de temps, le sujet du jour, c'est autour de l'IA et particulièrement de l'impact de l'IA cette fois-ci. Quelques chiffres en introduction. On a, au niveau de l'État et au niveau de BPI France, déployé une stratégie d'IA qui a mis beaucoup d'argent, notamment côté offreur, pour financer l'IA, pour financer des cas d'usage autour de l'IA. Donc, il y avait une stratégie qui était dotée de 3 milliards au total sur tout le scope de l'IA. Et on a déployé plusieurs appels à projets. Ensuite, on a quand même un focus maintenant qui est à faire sur la partie plus adoption et la partie usage. On a notamment sorti un appel à projet sur l'accélération de l'usage de l'IA générative dans l'écosystème. Pourquoi ? On sent quand même qu'il y a encore des défaillances au niveau de l'adoption. La France est en retard sur l'adoption quand on regarde par rapport à d'autres pays, que ce soit les États-Unis ou même d'autres pays comme la Chine ou autres. On a des chiffres qui sont absolument colossaux. On a un marché de plusieurs trilliards de dollars. On a des levées de fonds, quand on regarde OpenAI, qui dépassent tout ce qu'on n'a jamais vu, qui dépasseront peut-être encore ces chiffres-là demain. Et pour autant, on a un ROI qui peine à réellement exister. On a des difficultés d'adoption, j'en parlais. On avait fait une étude récemment, BPI France Le Lab, qui disait que 70% des patrons de PME ETI n'utilisaient pas d'IA et n'envisageaient pas d'utiliser à court terme. Parallèlement à ça, on a un chiffre qui nous dit que 50% de l'écosystème, de la communauté tech, et pas que, et entrepreneur, est réticent aussi à l'utilisation de tels systèmes dans son entreprise. Donc des chiffres qui sont assez alarmants. Et on a aussi un taux de chute qui est encore trop important, d'époques qui n'aboutissent pas, et des difficultés de passer à l'échelle. Et donc du coup, avec nous, on a Jean-Baptiste d'Equimetrix, qui va pouvoir nous apporter sa vision un peu côté Equi et nous dire un peu ce que lui peut voir côté client sur ces sujets. Oui, donc bonjour, donc je suis Jean-Baptiste Bouzy, je suis fondateur et CEO d'Equimetrix. On est un des leaders européens sur le développement de solutions d'IA pour le business. Donc nous, ça fait 18 ans qu'on a monté l'entreprise, donc ça nous a permis de déployer plus de 1000 cas de data science à l'échelle. Et vraiment, notre travail, c'est d'être ce traducteur de ces modèles fondamentaux, de la théorie en valeur business. Et effectivement, sur un marché où, en gros, il y a encore 75-80% des projets data qui sont des échecs. Et donc, ce scepticisme, parfois, donc c'est ce qui est très marrant, c'est que ça soit dans les grands groupes ou dans les outils, mais y compris dans les grands groupes, il y a à la fois une très grande excitation et une vraie soif de s'équiper quand quelque chose de nouveau arrive, comme Generative AI, et une vraie difficulté à en mesurer le ROI. Et donc là, on arrive à un moment clé sur le marché de l'IA générative. C'est-à-dire que la question, c'est à quand le ROI ? Qu'est-ce qu'on va vraiment délivrer comme impact ? Avec des CEO qui ont reçu des très beaux dossiers de conseil en stratégie où on leur disait les 100 use cases qui comptent, c'est ceux-là, et qui sont un peu perdus là-dedans. Et donc, il faut retrouver un peu sa boussole, retrouver la capacité à faire des choix sur où est-ce que ça va vraiment avoir l'impact. Et la première question fondamentale, c'est de dire pourquoi faire. Et donc, c'est pas grave d'être prudent, mais par contre, il faut se poser la question de comment, dans mes avantages compétitifs, je vais pouvoir utiliser l'IA pour les réaffirmer, les sublimer, les réinventer. Voilà. L'IA en soi n'est pas un avantage compétitif. Par contre, il permet de les créer ou de les affirmer. Et je pense que c'est le premier virage à prendre en termes de stratégie. Et concrètement, du coup, chez les clients, quand toi, tu vas vouloir les aider à déployer des solutions d'IA, est-ce qu'il y a des sujets à craquer particulièrement ? Est-ce qu'il y a des difficultés ? Et comment toi, tu les accompagnes en fait dans le déploiement de techno de ce genre ? Alors, il y a deux sujets. Il y a les deux challenges. C'est comment on arrive à être assez pointu dans la résolution de problèmes pour créer de la différenciation. Parce que si on crée une réponse moyenne, en fait, imaginons un outil de Generative AI, si on a des hallucinations, pour un expert métier, sur un cas pointu, on va avoir vraiment du mal, ne serait-ce qu'à pousser l'adoption.
Voilà. Donc il y a à la fois la pertinence de la réponse et l'adoption, qui sont déjà un premier duo qui se joue vraiment sur la capacité à être précis. Et ensuite, il y a le problème du passage à l'échelle. Et il faut avoir en tête que, même selon les cloud providers, il y a plus de 50% des grandes entreprises, et ce chiffre monte encore quand on va sur les entreprises de plus petite taille, qui ne sont pas AI ready. Et donc moi, j'ai tendance à conseiller, pour concilier un peu les deux, de dire, ne prenez pas votre liste de 100 use cases en vous disant je vais monter une data factory avec une centaine de data scientists juniors pour craquer ça. Prenez-en deux, prenez-en un où c'est OK de traiter de la productivité, mais très large. Se dire quel est le use case qui va me permettre de mettre au propre, de rendre mon organisation AI ready. Donc souvent, c'est les choses qui travaillent sur le produit, parce qu'en fait, là où la donnée est la plus sale, c'est dans la façon de lire le produit, quand on a beaucoup de références, etc. Et après, qu'est-ce qui fait que votre entreprise n'est pas comme une autre, y compris dans votre secteur par rapport aux concurrents, dans l'expérience client, dans la supply chain. Voilà. Choisissez ce cas qui va transformer l'entreprise et investissez celui-là. Et déjà en piloter deux et les amener en production, c'est déjà quelque chose de beau. Voilà. Parce que de toute façon, in fine, il faudra savoir avoir le troisième point, c'est la frugalité, c'est savoir raffiner sa solution pour qu'elle soit à la juste excellence, parce qu'en fait, la pure puissance n'est pas soutenable en termes de coût environnemental, et même aujourd'hui en termes d'accès au GPU. Ouais, tout à fait vrai. Pour la petite histoire, je parlais récemment avec une société dont je tairai le nom, qui m'expliquait qu'ils avaient lancé plus de 150 POC sur l'IA. Donc on voit que c'est super intéressant, on espère qu'il peut y avoir une traction. On se demande comment ces 150 POC vont pouvoir aboutir sur des solutions réelles. Et donc toi, le message finalement, c'est de vraiment réussir à se focus sur des usages qui seront structurants ou qui seront potentiellement importants et source de ROI finalement pour l'entreprise. J'ai des clients qui ont même des blagues sur leur cimetière de POC. J'ai des clients où le premier brief, c'est de dire ne me parlez pas de POC. On veut des choses qui sont industrialisées par design. Donc je pense que là, il y a un gain de maturité dans les organisations qui se rendent compte que le scale et l'industrialisation deviennent des sujets prédominants. Ce n'était pas le cas il y a 5-10 ans. Depuis 5 ans, le sujet de l'IA est devenu, et le sujet de la data science est devenu un sujet très très tech, où il faut être à la croisée des deux. Et donc, effectivement, il faut savoir identifier ce qui va devenir une commodité et qui sera disponible dans les outils d'activation. Clairement, dans Salesforce, dans tous les outils Microsoft, Google, Amazon, etc. Il va y avoir plein de choses qui vont être clic-bouton et qui, de par leur côté générique, ne nécessitent pas de déployer des choses spécifiques dans l'entreprise. Et il faut savoir se concentrer, et c'est beaucoup de design thinking, quoi, sur ce que nous on appelle critical workflow, donc les processus complexes de prise de décision dans l'entreprise et qui, eux, nécessitent une gymnastique entre l'humain et la machine, entre des algos génératifs et des algos plus classiques et des règles métiers. Et c'est ce design-là, c'est à cet endroit-là qu'on peut créer le plus de valeur ajoutée. Ouais, c'est ça. Et ce que tu dis finalement, c'est de vraiment réussir à différencier les axes valeur ajoutée versus productivité. C'est pas pour autant qu'il y en a un qui est plus important que l'autre, mais que autant les axes de productivité, on va pouvoir les avoir avec des solutions logicielles qui sont déjà disponibles ou qui le seront demain. En revanche, les vrais sujets à craquer sur lesquels il y a de la forte valeur ajoutée pour le business de l'entreprise, c'est là où on a besoin d'acteurs comme vous pour aider à avancer. Oui, je pense que déjà, il y a une surpromesse sur la productivité. Pareil, un grand client avec une tradition de cost-cutting qui me disait on ne veut pas parler au patron de GenAI parce qu'on a peur qu'il nous demande les 30% de tête à couper. Et je pense que c'est un peu la légende du moment de dire ça va faire gagner 30% de productivité. Ça va créer de la productivité, ça va surtout redesigner les métiers, déplacer les métiers plutôt que les remplacer. Et en fait, on vient après une transformation digitale, on vient après des périodes de suroptimisation de l'entreprise qui ont vraiment tendu la compétitivité. Il faut à un moment se servir de la data pour recréer de l'espace pour la créativité et la valeur ajoutée. Et donc prendre le temps de faire ça. Donc ce n'est pas que de la productivité, c'est surtout des nouvelles sources de valeur ajoutée. C'est pas que de la différenciation verticale, c'est aussi de la différenciation horizontale. Donc il faut avoir cette réflexion stratégique. Ça nécessite un sponsorship et une acculturation de la direction.
On a un client, par exemple, chez Getlink, où le CEO Yann Lerich a donné une vraie dimension en disant pour les navettes sous le tunnel, il y a un truc fondamental autour de la maintenance prédictive, et on creuse un sillon. IA, métier, et on va l'amener de bout en bout parce que c'est un élément de différenciation fort. Il y a deux choses que tu dis qui me font un peu réagir. La première, c'est la partie acculturation. Donc ça, on le voit aussi côté BPI France. Il y a un réel besoin d'acculturation de l'écosystème. Alors pas côté offreur forcément, mais côté des demandeurs notamment, de bien réussir à comprendre finalement où l'IA peut avoir un intérêt. Donc ça, il y a des actions à mener. Bon, alors, des actions à mener par vous et par BPI France, et on essaie de le faire d'ailleurs. On a un programme IA Booster qui essaye de réussir à diffuser l'IA dans l'écosystème. Et à côté de ça, on va avoir aussi des enjeux peut-être de talent. Est-ce que c'est facile de récupérer des talents pour pouvoir déployer ces systèmes-là? On a aussi des soucis de digitalisation, tu en parlais. Est-ce que je reviendrai sur les talents après, mais plutôt la digitalisation, est-ce que finalement, on ne pourrait pas se dire qu'on a un peu raté, enfin certaines entreprises en tout cas, ont raté le virage de la digitalisation? On sait pertinemment que sans data, sans digitalisation, il n'y aura pas d'IA. Est-ce que ce n'est pas le moment de se resservir finalement de l'IA comme cheval de Troie pour venir réarmer la digitalisation d'une partie de notre tissu économique? Alors, il y a une erreur qui a été commise pendant les phases de transformation digitale, ça a été de structurer l'architecture data par l'applicatif. Et donc de perdre la main sur la donnée de qualité. Et donc souvent de confondre l'outil d'activation avec la donnée qu'il y avait derrière en se disant l'outil va me résoudre mes problèmes de qualité de données. Donc clairement, il ne faut pas commettre la même erreur en ayant une myriade de petits bots ou agents conversationnels qui eux-mêmes généreraient une donnée et on saurait plus retrouver sa donnée source. Donc effectivement, c'est un moment de maturité pour se dire comment je construis. On peut l'appeler data lake, appelons-le comme on veut, mais cette donnée de confiance, cette maîtrise. La deuxième chose, je pense que c'est comprendre des grandes notions d'IA responsable. Parce que l'IA responsable va main dans la main avec l'IA frugale et qui va main dans la main avec une IA efficace. Et donc savoir se poser des questions. Donc, je sais qu'on présente souvent les AI Act comme un frein à l'innovation. Moi, je le vois plutôt comme le contraire. Ça devrait être un pledge, un label de se dire comment je vais avoir une approche responsable, questionner, mettre le doute et le sens critique au service de ce que je vais faire. Et dans l'acculturation dont on parle, il y a beaucoup cette notion de un peu démystifier les grandes promesses et revenir à des questions de base, d'arbitrage entre pure puissance et juste réponse. Et ça, c'est un savoir-faire. Donc, ça peut reboucler avec ta question sur les talents. La difficulté pour les entreprises aujourd'hui, c'est d'avoir le pool de talents suffisant pour assurer une survie d'un savoir-faire. Donc nous, on a de la chance, on est 550, dont 450 master ou PhD en science. Donc on a la taille critique et les outils pour que le savoir-faire dépasse les hommes, qui sont très talentueux par ailleurs. Mais dans les grands groupes, souvent, on voit ces vagues où il y a des fortes accélérations, puis il y a 3 personnes clés qui s'en vont et c'est dur de maintenir. Et donc repenser écosystème. Il y a beaucoup d'ailleurs d'analogies avec le monde de la sustainability, quoi. On ne réussit pas seul sa transformation IA. Et donc, il faut penser écosystème et comment on crée un savoir-faire qui va être durable. Et au-delà des talents, parce qu'on comprend évidemment que pour une entreprise comme la tienne, les talents sont clés. Faudrait pas non plus que voilà, on n'a pas forcément besoin de talent dans vos entreprises à vous pour déployer des systèmes d'IA parce qu'on peut passer par des intermédiaires. Néanmoins, il y a une question qu'on nous pose souvent, c'est le fameux make or buy. Est-ce que il vaut mieux internaliser et déployer chez soi pour garder de l'IP, pour garder la main sur ce qu'on va faire, ou le faire déployer par une entreprise comme la tienne ou une autre? Quel est ton avis sur le sujet? Alors, petit caveat, je suis biaisé, mais en même temps, on fait nos choix de positionnement en fonction de ce qui nous semble juste. Je pense que l'IA n'est pas un soft comme les autres
et que donc l'IA est un business de managed services. Voilà. Les algorithmes qui créent de la différenciation sont des choses qui se maintiennent dans le temps, qui se refresh, etc. Et d'autant plus dans un monde incertain. Encore une fois, c'est un lien avec ce que je dis sur Responsible AI, parce que plus on rend les modèles interprétables, plus on est en mesure de les ajuster dans le temps. Et donc, je dirais que le make or buy, je dirais, il faut apprendre à partner en fait. Donc nous, on est un modèle plutôt de solutions managées, où on ouvre beaucoup aux clients qui peuvent développer leur propre cas, mais pour avoir la bonne vitesse d'innovation, pour être capable d'avoir des choses plus résilientes, pour être capable de faire des zooms, d'aider à l'adoption, on propose une souscription à la solution. Et je pense qu'il faut savoir trouver ce modèle intermédiaire parce que c'est très dur, taille critique, vitesse d'innovation, d'aller aussi vite qu'un acteur extérieur et qu'on ne veut pas non plus avoir les défauts du buy qui sont un coût énorme upfront. Et puis surtout, qu'est-ce qui se passe quand le faiseur n'est plus là? Donc il faut réapprendre à bâtir des partenariats stratégiques avec les fournisseurs de données, avec les cloud providers, avec les outils d'activation et aussi avec les gens qui sont capables de développer et de maintenir des solutions d'IA et de les manager dans le temps. Et ça me fait penser à une question. On a souvent des retours, et c'est normal en fait. Quand on parle des montants, que ce soit côté marché de l'IA ou quand on voit les levées qu'on peut faire en France, quand on voit les millions d'euros qui sont mis sur la table pour l'IA, il y a nécessairement, je pense, alors ça va aussi avec l'acculturation, hein, une histoire du coût d'une solution d'IA. Moi, je me mets à la place d'un demandeur, je me mets à la place d'une PME, d'une ETI. J'ai un cas d'usage à craquer. Forcément, mon réflexe, quand je vois un peu tout ça, c'est de me dire combien ça va me coûter. Et du coup Non, mais il faut avoir en tête qu'une solution d'IA industrialisée, c'est quand même à minima plusieurs centaines de milliers d'euros, voire des montants à 7 chiffres, parce qu'il y a de l'engineering lourd. Donc sur les solutions les plus généralisées, on peut avoir un accès type soft. Donc pour tout ce qui est productivité, commodité, on peut être plus bas que ça, parce que ça va être de l'abonnement à quelque chose de générique. Et c'est pour ça qu'après, il faut bien choisir ce qui va être transformatif, parce que ça nécessite un vrai investissement. Et donc, de regarder size the price, quoi. C'est dire à quel endroit je vais pouvoir créer du ROI. La bonne nouvelle, c'est que quand on choisit bien, le ROI, il est rapide. Une solution d'IA, ça peut générer des gains dès les 6 premiers mois. Et donc, quand je prends l'exemple de Getlink, la solution qui était assez coûteuse, pas dans le plus haut du range, mais quand même assez coûteuse, s'est rentabilisée dès la première année parce qu'on diminuait par 2 le nombre de pannes. Et donc, il faut aller taper à l'endroit où c'est stratégique. Et on voit trop de projets data qui n'ont pas ce ROI aujourd'hui. Mais voilà, on ne peut pas cacher le fait qu'une solution amenée à l'échelle a un coût important, notamment parce qu'on se trimballe tout le legacy et qu'il faut réussir à mettre tout ça au carré. D'où le sujet de bien identifier son use case en amont pour finalement réussir à déployer dans la foulée. Je pense qu'on arrive au bout. Super. Merci beaucoup. Vincent. Merci à tous.